Je n'étais plus fière d'avoir réussi par mes seuls efforts à transformer le monde en un terrain de jeu à ma merci. S'il n'y avait pas eu deux hommes qui tissaient à quelque distance, je serais tombée à genoux pour remercier mes yeux de si bien voir. La Maillard est née en 1903 à Genève, un deuxième enfant de la famille d'un commerçant en fourrure. Sa mère était danoise, donc une femme du Nord, qui lui a donné une éducation très anglo-saxonne dans laquelle le sport avait beaucoup d'importance. Elle a initié sa fille à la voile, au Creux de Gentot, où Ella et son amie Miette ont fait leur début de navigatrice. Non, j'ai ramené avant, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est moi, c'est moi, Il y avait la découverte de l'eau, de la nature, de la navigation des bateaux à voile qui m'ont donné le goût d'une vie pleine et totale où le corps, l'intelligence, le cœur vibraient en même temps. Cette vie de citadine ne me permettait pas d'avoir cette vie en plein air à laquelle je rêvais. Eh bien, j'ai eu la chance d'avoir une voisine, elle s'appelait Miette de Saussure, et nous avions commencé à naviguer ensemble, faire équipage féminin sur ce lac. Aujourd'hui, il y a des écoles de navigation partout. Mais nous avions appris empiriquement avec les marins qui se préparaient pour les semaines de régate et qui nous ont adoptés, qui nous ont appris leur métier. Et on ne savait pas à ce moment-là que nous irions faire la pêche au thon dans l'océan, que nous irions en Angleterre sur nos voiliers. Mes parents m'ont toujours dit « Tu es responsable de ta vie, tu dois savoir ce que tu veux faire plus tard ». Puis l'école m'ennuyait mortellement et j'ai pas réussi mes examens de fin d'études. Alors est venu ce goût profond de la navigation, cette école d'indépendance, et peu à peu ce goût est devenu une passion. J'avais l'impression que la planète entière m'appartenait. Pourquoi ne pas en faire la découverte? Tout ça, c'est au fond pour dire que la vie est merveilleuse, qu'il faut lui faire confiance et croire qu'elle peut nous apporter ce qu'on désire profondément. C'est vraiment la navigation qui lui a fait connaître le monde, littéralement, concrètement, parce qu'ayant passé son enfance à pratiquer beaucoup le bateau au Creux de Gentot, elle a peu à peu, cherchant un sens à sa vie, été de plus en plus portée à vouloir devenir navigatrice. J'avais une enfance très faible sur le plan physique et le sport m'a sauvée, m'a donné de la force.
La Maillard a formé à 16 ans une équipe de hockey sur terre à Champel. Pour autant, elle a continué le ski. Elle a fait partie de l'équipe suisse de ski. Elle a également pratiqué la montagne. Elle caressait le projet de devenir guide de haute montagne. Malheureusement, le club alpin suisse n'acceptait pas les femmes. Donc c'était vraiment une voie sportive importante. Dans des épisodes de sa carrière de navigatrice, elle a rencontré, jusqu'à devenir une grande amie, Alain Gerbaud, qui était l'un des premiers avec Slocum à faire le tour du monde seul. Et cette amitié a joué un très très grand rôle à tout point de vue, aussi bien pour trouver plus tard un éditeur pour Ella que pour rêver du monde. Bien, la grande navigation a commencé quand nous avons voulu imiter Alain Gerbaud. Nous l'avions rencontré à Nice, avant son grand départ pour sa traversée de l'Atlantique. Il faut dire, pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Gerbaud, il a traversé l'Atlantique en solitaire, il est allé en Pacifique et il est arrivé en 1923 à New York. Et nous sommes dit, si lui tout seul arrive à New York, ben nous, avec nous, à deux, on arrivera aussi avec un bon bateau. Alain Gerbaud part dans les mers du Sud et Miette de Saussure et la Maillard décident de le rejoindre. Elle prépare le voyage notamment avec Grémillon, qui était un cinéaste très connu. Et Grémillon leur apprend à filmer en mer. Alors on s'est préparé pendant longtemps. Miette avait à ce moment-là acheté un très très beau bateau, un Pilote du Havre, qu'on a transformé en ketch pour pouvoir plus facilement manier les voiles. Et nous avions de la nourriture à bord pour 9 mois de traversée, de navigation, donnée par des fabriques de France. Et j'avais formé le projet de faire un film 35 mm, noir et blanc à ce moment-là, naturellement, de cette traversée. Et j'avais engagé un garçon qui est devenu célèbre par la suite, qui s'appelait Jean Grémillon, pour qu'il m'apprenne à tourner. Et alors là, j'ai tourné des petits bouts de film sur l'île de Groix et comment nous avons fait la pêche au thon, au golfe de Gascogne, au Biscaye. Donc le projet était de faire un film. Le projet était de partir loin, sans forcément de ticket de retour, et de partir loin dans les mers du Sud, rejoindre Alain Gerbaud et partir à l'exploration et l'aventure. Elles partent et à peine la Manche traversée, à la première étape, Miette de Saussure s'aperçoit qu'elle est enceinte. Donc retour à la case départ, et là, la Maillard doit abandonner tous ses projets de mer. Elle se rend à Berlin en 1929. Elle fait la connaissance notamment d'émigrés russes, qui commencent à s'intéresser à la Russie. Elle fait la connaissance de la veuve de Jack London. Et cette veuve de Jack London lui donnera $50 qui lui permettront de partir. Et de ce moment-là, c'est une rupture dans la vie de la Maillard parce que de la mer, elle passe à la terre. Il est vrai que j'avais rencontré à Berlin un homme extraordinaire, un Kirghize, qui venait d'Asie centrale. Je lui avais parlé aussi à ce moment-là en disant « Bon, je ne sais pas quoi faire en Europe, je pars vers l'Asie. » Et lui m'avait dit « Mais c'est en vous-même qu'est le problème, et vous pourrez voyager au bout du monde, vous vous retrouverez vous-même. Il faut vous mettre en ordre avec vous-même. » J'ai dit « Bon, oui, c'est des phrases, mais pour le moment, je dois gagner ma vie. Et je vais partir et voir si je peux faire du reportage et peut-être des livres. » Et à ce moment-là encore, Alain Gerbaud a joué un très grand rôle dans ma vie. Il m'a fait déjeuner avec son éditeur Charles Pasquel, qui plus tard m'a payé mon premier manuscrit et livre, séjour de 6 mois en Russie et au Caucase. La Maillard, c'est un modèle, elle est très belle, elle fait des castings dans les studios de l'UFA. Elle a eu quelques rôles comme cascadeur, comme doubleur dans des films de ski notamment. Et son but serait de décrocher un rôle dans un film, notamment un grand film. Donc elle fait des castings et on a quelques extraits de castings qu'elle a fait à Berlin dans ces années-là.
À Moscou, elle loge chez la comtesse Tolstoï, dont elle avait l'adresse par Charmian London. Et vivant comme une Russe, elle fait du sport, dans un club d'aviron notamment, et puis elle s'intègre au milieu du cinéma. Grâce à Soyouf Kino, elle fait la connaissance de Dziga Vertov, elle fait connaissance de Eisenstein et surtout de Pudovkin. Pudovkin était célèbre pour avoir tourné en 1926 le film La mer, et il tournait La vie est belle. Pudovkin va jouer un rôle important dans cette période de sa vie, et notamment en lui fournissant des extraits négatifs de films pour qu'elle puisse continuer à photographier, et notamment lorsqu'elle va se rendre dans le Caucase. La Maillard écrit Parmi la jeunesse russe, qui est son premier livre, qui est publié chez Fasquelle à Paris. Alors, ce livre a un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect négatif, c'est qu'il va être très très mal reçu en Suisse, notamment à Genève, pour des raisons politiques. Mais il a un aspect positif parce qu'il va lui rapporter 6 000 francs, qui est une très belle somme à l'époque, et qui va lui permettre de retourner en 1932 à Moscou et d'aller à ce moment-là en Asie jusqu'au Kyrgyzstan. La Maillard débarque en 1932 ici même, à Frunze, qui était la capitale de la Kirghizie soviétique et qui est aujourd'hui Bishkek, capitale du Kyrgyzstan. Elle a fait des jours et des jours de voyage assez difficiles à ce moment dans les trains. Et puis elle débarque à Bishkek, donc en 1932. En s'éloignant de la gare, elle réussit à prendre des photographies qui témoignent de l'époque soviétique, et notamment des prisonniers nationalistes qui sont groupés sur le quai en attendant d'être déportés, ainsi que des scènes de la vie locale. C'est la découverte de l'Asie centrale, c'est le début de son premier grand voyage. Je suis privilégiée d'avoir pu vivre en plein air. Et je crois que c'est dans les Monts Célestes au Sable Rouge où pour la première fois j'ai eu ce sentiment formidable. Notre camion qui nous amenait de Frunze jusqu'au lac Issyk-Kul avait une panne. Les camions russes, vous savez, quand ils ont une panne, ça ne se répare pas tout de suite. Ce qui fait qu'au coucher du soleil, on était en plein bled, à mi-chemin entre Frunze et le lac Issyk-Kul, et on a dormi à 200 mètres au bord de la route, à même le sol. On n'a pas dressé des tentes. Eh bien, il y a eu une tempête pendant la nuit. Vous savez, une tempête en Asie centrale, c'est un peu comme en mer. Et on avait juste nos sacs de couchage. Je me suis sentie, donc, à même le sol de l'Asie centrale et roulée par un grand vent de steppe asiatique, où j'ai senti ce contact avec la terre immense, l'Eurasie. L'Europe est une petite presqu'île dans une Asie immense. Et c'est affreux d'employer des mots qu'on fait partie du cosmos. J'étais 3 fois rien, j'étais un grain de sable pensant. Eh bien, il y a des endroits où on a encore au bord de la mer. Vous avez dormi au bord de la mer sur une plage quand la mer déferle. C'est très facile de faire abstraction de tous nos problèmes mentaux et d'arriver à l'intuition de la haute partie de nous-mêmes et de voir qu'il y a une vie totale et pleine qui est là.